Bonjour à tous, bienvenue à tous en nombre à ce webinaire co-organisé par la Fédération des EPL et Agores. Merci aux participants et aux intervenants qui sont autour de la table et en ligne. On a une heure et demie assez dense avec 6 interventions des uns et des autres. Côté fédération et côté Agores, qui scelle un partenariat que nous allons signer pour accompagner effectivement les collectivités et les EPL de restauration collective. Donc voilà, dans une organisation optimale, s'il vous plaît, merci de couper vos micros. Et ce que je vous propose aussi, c'est comme il y a pas mal d'interventions, si vous souhaitez poser des questions, on fera à chaque fin de séquence. Vous pourrez pendant 2 ou 3 minutes, si vous voulez poser des questions. Pour vous informer aussi que la séance sera filmée, donc vous pourrez utiliser et accéder au replay dans un second temps. Et on vous transmettra bien évidemment à tous le PowerPoint qui est riche et on vous l'enverra par la suite. Donc, merci à tous. Je me présente, je suis Caroline Acosta, je suis responsable marché émergent qui est de l'économie mixte et outre-mer dans les marchés émergents, évidemment, restauration collective. Du conseil d'administration d'Agores d'être présent. Merci à son président d'être là. Je vais vous laisser aussi 2 petits mots avant de lancer l'introduction des débats. À vous, Président. Merci beaucoup. Écoutez, nous sommes très heureux d'être ici. Cette signature de convention intervient aujourd'hui dans un contexte où la restauration collective a énormément progressé d'une part et en même temps les injonctions à la fois réglementaires mais aussi les recommandations sont très importantes pour la restauration collective. C'est développé de nombreuses formes de mutualisation au sein des collectivités locales. La fonction restauration n'est pas encore totalement prise par les communautés d'agglomération ou les communautés de communes, mais en tout cas, beaucoup de collectivités locales mutualisent leurs compétences, leurs moyens pour développer des systèmes de restauration qui soient optimum. Dans ce contexte, on a vu également la loi Egalim, la loi climat et résilience, qui incitait de plus en plus à développer du fait maison, mais surtout de se rapprocher de l'agriculture locale pour développer, je dirais, une restauration de qualité qui s'inscrit dans la transition écologique. Dans ce contexte, on a vu émerger, puisque c'est vraiment un modèle un peu émergent, des systèmes, alors au niveau des outils de production, au niveau des cuisines centrales, mais également au niveau des légumeries, des laveries, dans le contexte par exemple de la sortie du plastique et de la suppression de l'usage unique. On a vu également des conserveries se construire, et ce modèle de l'économie publique se développe. On a, je crois qu'il y a environ 14 EPL qui touchent de près ou de loin l'alimentation au niveau de votre fédération. Et parmi ces 14 EPL, la moitié sont adhérents d'Agores. Donc, on constate qu'effectivement, c'est un système émergent et qui a tendance à se développer. On a également des partenariats avec Agri-Paris-Seine ou encore avec l'agglomération bordelaise sur la constitution de ce type d'outils pour alimenter la restauration collective. Dans cet esprit, notre association a déjà travaillé avec des associations d'élus. On développe d'ailleurs l'idée d'un binôme élu-technicien pour accompagner, je dirais, ces évolutions et ces changements de fonctionnement. Ce binôme élu-technicien, on le retrouve dans des partenariats qu'on a menés, notamment avec France Urbaine récemment, sur la question du code de la commande publique. On a porté à l'échelle européenne
je dirais, cette simplification du code de la commande publique. On a également travaillé avec l'AMF sur la mise en œuvre de la loi Egalim et de la végétalisation de l'alimentation. Donc, ce sont des partenariats que nous avons l'habitude d'entreprendre et qui souvent s'appuient sur deux volets, un aspect politique et un aspect technique, ou dans le cas précis de la Fédération des EPL, un pendant juridique, hein, qui est le montage juridique de systèmes pouvant répondre donc à la demande des élus et des techniciens, et bien évidemment un aspect technique. Agorès est reconnu pour son expertise dans le domaine de la restauration collective. Hein. Aujourd'hui, c'est plus de 3000 adhérents répartis sur l'ensemble du territoire et également présents dans les dom-toms. Donc, une expertise qui s'appuie essentiellement sur la compétence de nos adhérents et sur les collectivités locales avec lesquelles on travaille évidemment de concert. Et cette expertise, donc, elle est au service des collectivités locales, des élus, des techniciens, pour faire progresser, puisque notre ADN, notre raison d'être, c'est l'amélioration de la qualité dans cette restauration collective. Une qualité que l'on veut globale, c'est-à-dire pas simplement dans l'assiette, mais avec l'ensemble de la maîtrise de toute la chaîne de décision, et donc la maîtrise aussi, bien évidemment, des aspects financiers, des coûts que peuvent représenter cette restauration. Donc, c'est avec grand plaisir, bien évidemment, qu'on est présent cet après-midi pour ce webinaire. Et eh bien, je souhaite qu'on puisse développer un certain nombre de projets et en tout cas pouvoir accompagner les collectivités qui le souhaiteront dans ce domaine. Voilà, merci. Merci, Président. On va commencer à rentrer dans le vif du sujet et je vais laisser la parole à Léopold Sanchez, qui est chargé de mission action législative et réglementaire à la Fédération, pour vous présenter un petit peu les différents statuts juridiques des EPL qui peuvent être utilisés dans la restauration collective. Donc, Léopold, à toi la parole. Merci Caroline. Bonjour à tous et à toutes. J'espère qu'on m'entend correctement. L'intérêt de la présentation très rapide que je vais faire, c'est de vous montrer la gamme, en fait, et ce que vous pouvez faire avec, quelles sont leurs différences juridiques d'abord, mais surtout pratiques. Qu'est-ce que ça implique, en fait, d'avoir 3 outils, que sont la société d'économie mixte d'une part, d'autre part la société publique locale, et enfin la Benjamin qui est la CEMOP. Alors, un petit mot rapide de la fédération, mais ça a été présenté. Donc, en effet, on est une association d'élus locaux qui accompagne les collectivités, les entreprises publiques locales dans leur développement. Et notre but, c'est de faire en sorte que leur environnement juridique, économique et surtout aussi d'image soit toujours à la hauteur de ce que le mouvement est vraiment, c'est-à-dire un mouvement qui, aujourd'hui, croît encore. Donc, il y a un nombre d'EPL qui est croissant. Il y en a 1400 aujourd'hui. Je pense qu'on le voit sur la slide d'après. Voilà, donc 1400 aujourd'hui. On est toujours en croissance sur l'ensemble des éléments de la gamme. Donc, c'est un modèle qui est plébiscité. Voilà. Un modèle de gestion parmi d'autres, il est vrai, mais dont les élus s'emparent, et en particulier, vous le verrez ensuite, sur le secteur de la restauration collective. Donc, vous voyez quelques chiffres qui permettent d'objectiver un petit peu l'impact et surtout la dimension du mouvement. Et il a été notamment, par le biais d'une étude, évalué qu'elles ont un impact socio-économique supérieur aux entreprises classiques, du fait que les collectivités les utilisent comme des leviers, en fait. Donc, voilà, il y a une retombée assez forte, notamment via les SEM, sur tout un tissu économique, et notamment les PME et les TPE locales. On peut passer. Donc, vous voyez un petit peu, pour mettre un peu en parallèle de la restauration collective, qui reste
entre guillemets, un petit secteur, mais qui se développe beaucoup, à côté d'autres secteurs plus traditionnels, qui est notamment la construction, l'aménagement, l'immobilier, heu, qui était, le cœur des activités des EPL historiquement. Et puis après, elles se sont ouvertes au tourisme, culture, loisirs, la gestion d'équipements, les énergies renouvelables, les déchets, l'eau. Et en fait, finalement, elles se sont positionnées ou elles ont été positionnées par leur collectivité sur l'ensemble de la chaîne des services publics. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour la restauration collective? Ça veut dire que c'est un modèle qui est éprouvé déjà, sur, l'ensemble de la chaîne du service public et qui donc, fonctionne et est utilisé. Heu, vous le voyez là, les chiffres dans l'action sociale, et santé, développement économique aussi, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ADN d'une entreprise publique locale? Je vais faire vraiment les bases, c'est que c'est une entreprise. Donc ce n'est pas, comme une régie, ce n'est pas un organisme public ou un établissement public, c'est une société anonyme, qui est régie donc par le code de commerce et qui, dispose d'une comptabilité privée, de salariés donc qui sont soumis à des conventions collectives, sauf lorsqu'il y a des mises à disposition de fonctionnaires dans la structure, ça peut arriver, mais c'est, très minoritaire. Voilà, un mode de fonctionnement interne, c'est ça qu'il faut retenir, qui est, privé. La direction générale est un mandataire social, classique qui est recruté sur le marché, du monde parapublic bien souvent. Hem Elle est soumise à une comptabilité, donc je le disais, qui est privée, donc avec, cette exigence notamment d'équilibre, qui est très important dans le choix du mode de gestion. Réactivité, performance et transparence qui sont liés au mécanisme, que permet, le statut de société anonyme et donc de contrôle par les élus. Ce qui me permet de passer au second point. C'est une entreprise, oui, mais c'est une entreprise qui est publique, et en matière de services publics et particulièrement de restauration collective, ça veut dire, c'est aussi une sorte d'outil de régulation d'une activité économique et donc en quelque sorte, des prix, si on devait un petit peu schématiser, d'une activité sur un territoire que la collectivité souhaite, notamment prendre en main ou reprendre en main. Et local, bon, j'ai dit tout à l'heure, il y a un effet levier qui est très important avec ce modèle-là. Ce sont donc des pouvoirs adjudicateurs qui passent des marchés, et donc cette commande publique-là, permet d'alimenter un certain nombre d'entreprises, qui, vivent aussi, de l'activité des entreprises publiques locales. Je m'attarde plutôt sur la partie à droite. Heu, Elles ont en effet un fonctionnement interne, je l'ai dit, qui correspond à ce qu'est une société privée. Toutefois, leur conseil d'administration est donc composé d'élus. Comme plein d'autres organes dans lesquels siègent les représentants des collectivités, il y a une gouvernance, qui est assurée, par les élus et la présidence revient, heu, dans 99 des cas, à un élu local. Et donc ça implique bien évidemment, d'avoir par contre ça c'est un point à avoir en tête, d'avoir une compétence qui soit en lien avec l'objet social. Si vous êtes une collectivité et que vous prenez une participation, que vous créez une EPL, dans le domaine de la restauration collective, elle peut avoir plusieurs activités, elle peut ne pas que faire de la restauration collective. Il faudra que vos compétences, au moins une de vos compétences «résonne» entre guillemets avec l'objet social, de la structure. Voilà. Je m'attarde un petit peu sur les 3 composantes, de la gamme. Là, on voit une différence qui est essentiellement de papier, essentiellement juridique, mais ça implique, une traduction et une différence pratique qui est très qui est très marquée. Alors, l'ESSEM, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui permet davantage de s'associer avec, en réalité, des acteurs locaux, peu importe leur nature. On a un actionnariat qui, de toute façon, restera majoritairement public, donc majoritairement détenu, par des collectivités territoriales, entre 50 et 85, et le reste, ça va à d'autres personnes, publiques ou privées. Donc il faudra nécessairement qu'il y ait au moins 1 de privé dedans, et donc c'est un outil entre guillemets «associatif», qui permet, de,
d'être un petit peu l'interlocuteur du monde local entre la collectivité et justement ces usagers du service public. Il y a plein d'exemples, je pense notamment aux EPL qui œuvrent dans le domaine de l'eau, dans la captation d'eau. On peut avoir des chambres d'agriculture, on peut avoir les commerçants d'un marché d'intérêt national qui sont dans la SEM. Voilà. Au-delà de l'actionnariat privé entre guillemets traditionnel que sont les banques, parce que la SEM est un outil de financement, c'est sa deuxième caractéristique. On peut trouver en effet dans la SEM une fonction d'acceptabilité des projets ou d'association en effet des acteurs locaux. Troisième caractéristique, c'est un outil tout-terrain. Elle n'a pas de limite territoriale, elle peut travailler pour le compte de collectivités non actionnaires, voire même de collectivités, enfin d'autres personnes que des collectivités, sans restriction, on va dire, de volume en termes de portefeuille. Elle peut prendre des participations, elle peut créer des filiales, et là aussi encore pour ça dans une logique d'association et de partage du risque. Filiale est un outil qui permet d'isoler le risque et de structurer une activité. Voilà, donc la SEM, un outil un petit peu tout-terrain, un acteur de référence notamment en matière d'ingénierie au service de plein de collectivités et un outil de mutualisation. La SPL, l'actionnariat est poussé à 100% de collectivités territoriales et leurs groupes. Il n'y a pas d'autres personnes publiques ou d'autres personnes publiques ou d'autres personnes privées pardon, au capital. C'est une coopération publique-publique entre collectivités et donc un moyen de mutualisation très très fort et le modèle dominant, il me semble, en matière de restauration collective pour les raisons que j'ai évoquées. Et la deuxième raison, c'est un petit peu le joker de cette structure-là, c'est qu'il n'y a pas de mise en concurrence. Il faut respecter certaines conditions, notamment le contrôle analogue, etc. Que la quasi-régie ou le in-house, certains ont peut-être entendu parler plus de ce terme-là, qui permet donc d'attribuer des contrats sans publicité ni mise en concurrence, quel qu'il soit, marché, concession, marché de partenariat. Tout peut être attribué à la SPL dès lors que les élus locaux, les collectivités exercent un contrôle analogue sur cette structure. La contrepartie, c'est qu'elle ne peut travailler que pour ses actionnaires. Donc il n'y a pas de dimension tout-terrain de cette structure-là, et y compris le territoire. Que 2 communes s'associent entre elles, la SPL ne pourra travailler que pour ces 2 communes. Ça a un impact notamment sur l'amortissement du matériel, en matière de restauration, collective. La SPL ne peut pas aujourd'hui travailler non plus pour le compte d'autres entités publiques ou parapubliques de type CCAS, et cetera. Il existe des montages qui le permettent, mais qui sont relativement, spécifiques. Et donc, voilà, c'est à prendre en compte, dans l'amortissement notamment des équipements. La CMOP, qui est un outil vraiment là aussi spécifique, il y en a, une quarantaine en France. Elle a été créée en 2014. En fait, là, elle vous apparaît plutôt comme une sorte de SEM dans laquelle la collectivité serait minoritaire. En réalité, c'est une sorte de concession institutionnalisée, une sorte de concession plus plus, dans lequel la présidence revient de droit aux élus locaux, qui ont un seuil, plancher de 34 au sein de la SEM. Et en fait, l'opérateur, qui est bien souvent un majeur du secteur, va être mis en concurrence en même temps que le contrat. La collectivité lance une CEMOP avec, par exemple, une concession et donc on a un opérateur qui va candidater pour être à la fois, l'actionnaire, le récipiendaire du contrat à travers la CEMOP et en fait celui qui va exécuter le service public et surtout qui va le financer au regard de sa part au capital. Voilà, mais il y a un contrôle public, donc c'est une sorte de concession avec en plus une présence au conseil d'administration, des élus locaux, ce qui permet notamment, en fait, d'être dans le concessionnaire et d'avoir accès à des documents qui notamment sont financiers, voilà, tout en laissant une très grande liberté et en plaçant une grande confiance, dans, l'opérateur. Toutefois, comme c'est un partenariat public, heu, institutionnalisé, il y a une fin de vie qui est celle du contrat. Donc c'est un petit peu comme une société de projet. Voilà, j'ai fait rapidement. Ça je l'ai dit, les actionnariats d'une SEM, c'est très, très large, donc collectivité territoriale, leur groupement. D'autres personnes publiques, peuvent bien évidemment rentrer dans la SEM et des personnes privées, bon physiques ou morales. Physique, ça se rencontre
extrêmement rarement, mais plutôt des personnes privées morales, donc souvent des banquiers. Voilà, la SPL, donc vous avez également les groupements, donc syndicats mixtes fermés, PCI, etc., pôles métropolitains. Retenez que la plupart du temps, ce sont bien évidemment des collectivités territoriales ou des intercos. Ça, on l'a vu. Ça également. Et ça, c'était sur la CMOP. On l'a vu également. Donc, le fonctionnement d'une EPL, c'est une société anonyme. Donc, au-dessus, on a la collectivité territoriale, qui est en fait l'actionnaire, et qui, par son assemblée délibérante, va notamment prendre certaines décisions que l'EPL ne peut pas prendre seule, entre guillemets, ce qu'on appelle l'autorisation préalable sur certaines décisions. Ensuite, il y a les assemblées générales, classiques, et un conseil d'administration, composé entre 3 et 18 membres, et les sièges sont répartis en proportion du capital. C'est une grande différence avec les sociétés anonymes du code de commerce. Il y a une dérogation pour les EPL dans lesquelles plus vous avez de capital, plus vous avez de sièges au conseil d'administration. Voilà. Et ensuite, un directeur général qui est mandataire. On peut passer, Caroline. Ah, on a perdu la salle. Excusez-moi, je vous prie de m'excuser tous. Il y a eu un petit souci technique. C'était des aléas du direct. Vous m'entendez? Léopold, tu m'entends? Oui, oui, c'est bon. On vous a retrouvé. Excusez-moi encore, je vais relancer le partage d'écran. Est-ce que vous voyez le partage d'écran ou pas? Là, c'est bon. Ouais. On s'est arrêté sur la Excusez-moi slide. encore, vas-y. J'ai terminé dessus. Alors. Tu peux passer celle-là. Est-ce que vous avez des questions sur ces éléments de présentation globale de l'économie mixte? On va passer, alors je vais prendre la suite et l'idée c'est de vous présenter un tout petit peu, là, faire un petit focus sur qu'est-ce que, effectivement, Léopold vous a présenté l'ensemble de nos sociétés et comment ça fonctionne. Là, à moi de vous présenter, alors effectivement, il y a 14 EPL qui sont dans le giron alimentaire, restauration collective que nous, on recense et on accompagne à la fédération. Et on voit que c'est un outil, alors bien évidemment, la SPL est l'outil le plus répandu et le plus utilisé, mais il y a quand même une CMOP et 3 SEM qui sont aussi qui gèrent de la restauration collective et des outils sur les territoires. On recense 7 projets, je vous expliquerai un peu plus tard, mais la fédération accompagne aussi les collectivités et on recense et on accompagne 7 collectivités qui ont des projets actuellement de création d'outils de restauration collective ou en lien avec les projets alimentaires. Simplement pour vous dire qu'effectivement, en 10 ans, même si c'est encore ce qu'on appelle, nous, une niche ou des marchés émergents au niveau de l'économie mixte, on fait quand même un bond de plus de 35 sur tout ce qui est secteur vraiment service public
à la population, enfin un service de proximité, tels que la petite enfance, la restauration collective et l'aide à domicile. La création des SPL en 2010 doit aussi aide vraiment, je pense, à ce bond. Mais ça fait partie, nous, la restauration collective fait partie effectivement des secteurs en développement et en devenir de l'économie mixte. Donc là, c'était une petite slide pour vous présenter effectivement aujourd'hui, ça fait partie d'un service public les plus anciens et surtout, principalement, que ces sociétés, les 14 sociétés qu'on dénombre, assurent différentes activités, dont la production et la livraison de repas, la gestion et l'inscription aux outils et aux cantines scolaires, la facturation, bien évidemment, les paiements. Tout ce qui est important, c'est l'éducation à l'alimentation saine, équilibrée et variée. On voit que là, le projet politique prend le pas, même si ça existe aussi dans d'autres formes de gestion. Et ce qu'on venait de dire aussi, c'est l'entretien et le nettoyage des contenants avec la loi Egalim et l'objectif de zéro déchet, zéro plastique. Les publics cibles sont tout ce qui est de la crèche au lycée, sur toutes les formes de restauration, l'accueil des loisirs, les seniors et des entreprises. Et comme on vous disait, il y a aussi de nombreux, enfin là, on voit que 2 projets sur la restauration collective, l'alimentaire, les projets alimentaires se développent et on a des EPL qui gèrent aujourd'hui des fermes et légumeries écologiques pour la réinsertion professionnelle, des mines ou même des usines d'agrotransformation sur des territoires. Donc, la fédération, elle accompagne les EPL dans leur, comment dirais-je, dans leur vie. On développe et on accompagne, nous, avec eux, une expertise, un échange, des formations et beaucoup de réunions entre ces pairs, entre les différents modèles, formats aussi de gestion, les différents secteurs d'activité, parce que ce qui est bien dans un côté peut être réutilisé dans l'autre, c'est aussi la force de ce réseau. Là, je voulais juste vous montrer qu'effectivement, alors parmi, il y a des sociétés qui ont été créées qui sont malheureusement, qui n'existent plus, mais on voit que ce qui est prégnant, c'est que ces EPL de restauration collective ont été créés surtout suite à un changement de mode de gestion et aussi succédant à une régie. Une volonté, là on voit vraiment la volonté politique locale de faire avancer les choses. Côté fédération, on accompagne aussi, pour vous dire, les collectivités. Là, on accompagnera avec ce partenariat vraiment d'un point de vue métier et nous, sur tout ce qui est accompagnement à la création de nouvelles entreprises publiques locales, qui a un accompagnement vraiment en 3 phases avec les collectivités qui le souhaitent, sur une évaluation, savoir si le modèle EPL est vraiment l'outil le plus adéquat pour la mise en place de ce service public. Toute la phase de création avec les différents outils de constitution, les passages, tout ce qui est les délibérations, les modèles, et vous avez un accompagnement aussi au lancement et même à la formation du futur directeur. Donc, bien évidemment, on n'est pas tout seul. Il y a aussi des cabinets partenaires, maintenant des associations métiers référentes qui sont dans notre réseau et qui accompagnent notre expertise à la création. Et notre idée côté fédération, ce n'est pas, là encore, pas de créer des EPL pour créer des EPL, c'est vraiment pour vraiment accompagner les projets des collectivités et des élus sur les territoires et qui, nous, et surtout eux, parce que je pense que ça soit le meilleur outil pour la mise en place de cette politique locale sur leur territoire. Je ne sais pas si vous avez des questions, messieurs, dames. Sinon, je vais laisser de nouveau la parole à Christophe Hébert et présenter un petit peu aussi l'accompagnement possible et ce que fait Agores et comment on va pouvoir effectivement être main dans la main pour accompagner ces collectivités.
Oui, alors Caroline, vous avez déjà dit beaucoup de choses sur ce partenariat qui est en construction. Notre objectif au sein d'Agores, c'est réellement la mise en commun des compétences, des capacités pour aider l'ensemble de nos adhérents à faire les bons choix, qu'ils soient techniques ou qu'ils soient politiques, de manière à ce qu'on optimise finalement les deniers publics avec cet objectif de qualité. On a parmi nos adhérents, je le disais tout à l'heure, un certain nombre de collègues qui sont déjà en SPL, voire en SEM, qui ont cette histoire, cette expérience, cette connaissance du sujet et qui ont eu recours à Agores pour toute la partie technique, toute la partie métier, puisque créer une cuisine, créer demain une légumerie, une régie maraîchère ou ce genre de choses nécessite forcément de regarder ce qui s'est fait auparavant, de s'inspirer des outils qui ont été mis en place. Et on a pu le voir, on a une collègue récemment qui a ouvert une SPL, c'est à Blois, qui s'est fortement appuyée sur les compétences existantes de nos collègues. Là où notre expertise s'arrête, c'est réellement au niveau de la compétence juridique. Nous ne sommes pas des spécialistes du montage financier et économique de ces structures. Et nous attendons dans ce partenariat, effectivement, cet aspect-là, puisque on ne peut pas être bon partout. D'ailleurs, on a nous-mêmes recours à de nombreux partenariats. Je citais les associations d'élus, mais on a aussi des partenariats techniques dans l'éducation au goût, dans les approvisionnements en bio, par exemple, pour ne citer que cela. On a aussi construit des partenariats avec des universitaires ou des universités, notamment dans notre démarche de sortie du plastique que nous impose la loi Egalim. On a monté un partenariat avec la Fondation Bordeaux Université sur une chaire dédiée à la sortie du plastique et en tout cas à la recherche de solutions et en tout cas d'études sur les matériaux, etc. Dans un autre domaine, je l'évoquais tout à l'heure, au niveau de la commande publique, on travaille avec l'Institut de la commande publique et avec une association d'élus. Donc, on sait aussi s'entourer de compétences pour pouvoir embrasser, je dirais, l'ensemble des problématiques qui nous concernent. Dans la démarche que nous avons également, nous sommes un interlocuteur privilégié des services de l'État pour la partie qui nous concerne, bien évidemment. Et il me semble aussi que ce partenariat doit pouvoir servir effectivement à parler d'une seule voix sur ces questions. On a vu notamment au niveau du Covid, de la crise sanitaire, qu'il y avait eu quand même certaines sociétés donc, en difficulté, puisqu'elles ne pouvaient pas bénéficier, je dirais, des aides de l'État dans le cadre de soutien post-crise. Donc, je pense que là aussi, il y aura ce partenariat nous permettra aussi, si ça devait se reproduire, de pouvoir là aussi accompagner mieux nos collectivités et nos collègues. Et puis, on a également aujourd'hui des outils qui se mettent en place, qui sortent un petit peu de notre cœur de métier, qui est la restauration collective. Je citais tout à l'heure les conserveries, les légumeries, les laveries. On a aussi donc les sociétés qui veulent faire de la régie maraîchère. On a également, là, dans le cadre de la sortie du plastique, des collègues qui se sont réunis pour monter un groupement d'achat, pour essayer de peser alors à la fois sur des économies d'échelle qui peuvent être réalisées sur l'achat de matériel recyclable, mais également pour peser sur l'innovation. On voit bien que la sortie du plastique a amené nos collègues à réinterroger nos fournisseurs sur les contenants réutilisables.
avec des modalités qui sont nouvelles, qui sortent de ce qu'on avait l'habitude de faire. Et les industriels concernés ne lancent de la recherche et développement que s'ils ont en face d'eux un marché. Bon, et ce marché, il faut le construire, le définir, et c'est bien en se réunissant, en se regroupant qu'on peut montrer aussi cette capacité, je dirais, de produire en nombre, en masse, je dirais, des contenants réutilisables dans ce cas précis, de manière à aider. Voilà un petit peu les possibilités que l'on envisage aujourd'hui. Il y en aura peut-être d'autres qui vont effectivement émerger au fil de nos partenariats. En tout état de cause, Agores ne signe des conventions qu'à condition d'avoir un vrai sujet à traiter. Et là, on en a un, même s'il est émergent. On est une association de cadres territoriaux bénévoles, donc il faut aussi le rappeler. Donc, effectivement, on essaye de rester concentré sur les axes et les sujets qui le méritent. On ne peut pas s'éparpiller et être de tous les combats. Ce n'est pas la peine. Donc, voilà, on essaye de travailler là-dessus. Donc, cette convention existera tout et autant qu'on ait effectivement du grain à moudre et des choses à faire, mais j'en doute pas, hein, comme je le disais tout à l'heure. La mutualisation, le travail, le regroupement des collectivités pour optimiser aussi les dépenses publiques et puis pour faire un service public de qualité, c'est quelque chose qui se développe, qui émerge. Et je pense qu'on a tout à fait notre place dans cet accompagnement. C'est le sens de notre présence ici. Voilà. Merci encore, Christophe, pour ces éléments. On va passer à des exemples de PL du secteur. On va donner la parole aux professionnels. Et pour la première intervention de Sophie Sauvourel, qui est directrice générale de Angers-Loire Restauration, ou non Papillote et compagnie. Sophie, à toi la parole. Merci, bonjour à tous. Donc effectivement, moi je vais essayer d'illustrer les propos qui ont été tenus à la fois sur le plan juridique ou sur plutôt du point de vue métier à travers l'exemple d'Angers, donc la SPL de restauration que je dirige depuis plusieurs années. Voilà. En fait, pour nous situer, cette première slide un peu clé qui redonne un certain nombre d'éléments sur notre activité. Donc, effectivement, on est une société publique locale avec notre nom d'entreprise, c'est Angers-Loire Restauration. On a fait le choix d'avoir une marque de distribution et donc on est connu auprès des enfants, des familles et du grand public à Angers avec le nom de Papillote et compagnie, qui nous semblait plus adapté à notre public. On fait une restauration dédiée à l'enfance, uniquement à l'enfance, de la crèche à l'élémentaire, donc de la crèche au CM2, en passant par la maternelle et l'élémentaire. On fait également les accueils de loisirs du mercredi et pendant les vacances scolaires. On est aujourd'hui à 13 500 repas par jour, bientôt 14 000 repas jour. On est en liaison froide, on produit la veille de la consommation et on a 3 gammes de menus différentes avec une qualité des approvisionnements différentes dans ces gammes de menus parce qu'on travaille avec 19 communes et que les communes n'ont pas toutes la même attente, par exemple en pourcentage de produits bio, en pourcentage de produits locaux ou d'origine France dans leurs prestations. Donc 19 communes qui sont à notre actionnariat. Et puis, pour nous situer plus du côté métier, parce qu'on a l'habitude au niveau national de nous comparer, quelques éléments, je vais bien que Caroline Brenne en arrière, sur le bio. Donc, on est à 31,7% de bio dans nos approvisionnements, 58% de produits durables et de qualité, 54,5% en produits locaux et 90% de produits en origine France. Et on a un menu végétarien par semaine depuis septembre 2019 et une alternative sans viande tous les jours. Donc ça, c'est plutôt sur la partie métier en tant que tel, mais c'est important, ça nous situe quand même sur le plan national. Ensuite, effectivement, j'ai une slide sur les différents métiers qu'on retrouve chez nous et différents collaborateurs. On est 190 salariés, puisque la spécificité à Angers, c'est qu'on gère le service. Donc en fait, on a des cuisiniers, on a évidemment des magasiniers, on a des livreurs, on a une équipe de service dans les restaurants scolaires à Angers.
On a également notre propre service maintenance pour entretenir tous les équipements dans les restaurants scolaires à Angers et dans notre cuisine centrale pour être réactif. On gère aussi toute la relation aux familles et aux Angevins. Donc, on a une équipe de 6 conseillers en relations usagers et puis une équipe administrative puisqu'on est une structure autonome. Donc, on a un responsable des finances, un responsable RH, un responsable qualité, un responsable environnement, une chargée de mission environnement parce que la partie environnementale chez nous fait vraiment partie intégrante de notre projet. Voilà sur la partie équipe. Et puis, effectivement, on a créé notre SPL. Les élus du territoire angevin ont souhaité créer notre SPL et l'ont créé en 2018 pour mutualiser la construction d'une nouvelle cuisine centrale, nouvelle génération, dans laquelle on a aménagé depuis août 2022, qui a été l'opportunité pour nous de travailler sur un nouveau modèle de cuisine, c'est-à-dire plus sobre sur le plan environnemental. Et ça tenait à cœur aux élus du territoire angevin, et notamment avec le volet de la suppression du plastique en avance sur la loi Egalim. Voilà, donc je vais passer assez vite sur ces éléments. Sachez en tous les cas qu'on a construit cette nouvelle cuisine centrale financée par la SPL pour un budget de 10,5 millions € hors taxe, qu'on a réutilisé des équipements qu'on avait dans notre ancienne cuisine centrale qui était devenue vétuste et que donc on s'est engagé dans le zéro plastique. On a aussi fait un certain nombre de choix au niveau écologique pour réduire notre impact écologique sur notamment tous nos équipements pour qu'ils consomment moins d'électricité. En termes de froid, parce que vous savez que la consommation de gaz frigorigène et du froid dans une cuisine, c'est quelque chose d'important. Donc, nous, on a fait le choix d'être sur une production de froid en CO2 qui a un impact sur le réchauffement climatique 1400 fois moindre qu'un gaz frigorigène classique. Voilà, tout ça, c'est des choix d'investissement en fait, qui ont été faits par nos élus. On a une station de pré-traitement des eaux usées pour préserver la qualité de l'eau, etc. Mais surtout, on s'est engagé effectivement sur la suppression du plastique. Je vais passer, on peut passer. On a évidemment travaillé sur le bien-être au travail, et ça, c'était vraiment un point très important pour nos collaborateurs, avec un vrai travail sur la lumière dans nos locaux, sur le bruit. Et puis, on a travaillé beaucoup sur l'ergonomie au travail, et ça, c'est notamment en lien avec la suppression des barquettes plastiques et le retour des bacs inox dans nos salles de travail et dans notre cuisine. Voilà. Et donc là, je vais arriver plus sur l'illustration SPL en tant que telle. Donc, effectivement, on a mutualisé à 19 communes. Donc, il y a une première délibération qui a été prise dans chacun des conseils municipaux en décembre 2017. Et chaque conseil municipal, en fait, de 19 communes, a acté la volonté de créer la SPL pour construire une nouvelle cuisine centrale et bénéficier effectivement d'un outil de restauration collective rénové. Avec une assemblée générale et un CA constitutif en juin 2018 et un démarrage de l'activité de la SPL en septembre 2019 dans notre ancienne cuisine centrale. Voilà, donc on est une société donc anonyme à capital 100% public. On est régi à la fois par les lois et la réglementation du Code du commerce, mais aussi par le Code général des collectivités territoriales. On est soumis pour nos achats au Code de la commande publique. On a une comptabilité privée, des salariés qui relèvent du droit privé. On ne peut travailler que pour nos actionnaires, et nos actionnaires ne peuvent être que des collectivités locales ou leurs groupements qui ont la compétence qu'elles nous délèguent. Donc ça, c'est vraiment un point important. Ce qui fait que pour nos élus, les élus de notre territoire, c'était vraiment important de partir sur une SPL pour bien maîtriser l'activité de la SPL autour de la restauration scolaire et pas autre chose que la restauration scolaire. Donc ça, c'était vraiment un point important. Et donc, une sphère d'intervention qui est limitée au territoire de nos communes actionnaires. En termes de gouvernance, comment ça s'organise? Donc, on a un conseil d'administration, une assemblée générale des actionnaires où on retrouve les 19 maires et les 19 communes, un conseil d'administration dans lequel il y a 8 places. Et donc, les places sont affectées aux collectivités en fonction de leur prorata du capital social. Donc, par exemple, nous, la ville d'Angers, qui est la ville-centre sur notre territoire, est actionnaire à 96%.
Donc, Angers a 96% des places du conseil d'administration. Ça veut dire qu'Angers a 7 places sur 8. Et la 8e place est réservée aux représentants de l'Assemblée spéciale. Donc, ça, c'est vraiment du droit des sociétés anonymes. L'Assemblée spéciale, c'est en fait l'Assemblée spéciale des petits actionnaires en langage société anonyme. Et là, on retrouve en fait les 18 autres communes de notre gouvernance qui se réunissent avant chaque conseil d'administration et qui décident ensemble comment on va voter leurs représentants au conseil d'administration. Tout ça se passe de manière très fluide dans notre organisation. On a ensuite un président qui est le représentant de la commune actionnaire chez nous, une directrice générale que je suis, donc moi je suis mandataire social. Et puis on a un comité technique dans lequel on retrouve des représentants de l'éducation nationale, on retrouve la direction éducation enfance de la mairie d'Angers, le CCAS d'Angers, des représentants des fédérations et des associations de parents d'élèves. On a une commission d'appel d'offres et on a des commissions thématiques d'élus, une qui porte sur les approvisionnements locaux, c'est une priorité chez nous, et puis l'autre sur le rayonnement de notre action sur le territoire et la communication auprès du grand public sur notre territoire. Ça, c'est la répartition, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous voyez du capital social entre les différentes communes. Et donc, c'est la commune d'Angers qui est la commune qui est l'actionnaire majoritaire, qui vend des parts sociales quand une nouvelle commune veut rentrer. Par exemple, Bouchemaine, là, la 19e commune sur ce tableau, c'est une commune qui nous a rejoint l'année dernière, pour laquelle on travaille depuis septembre dernier. Eh bien, elle a acheté des parts sociales à la ville d'Angers. Et puis, en septembre prochain, on va accueillir une nouvelle commune et c'est encore Angers qui va lui vendre des parts sociales. Voilà, donc ça, je vous le disais tout à l'heure, la construction de notre cuisine centrale a été portée par notre SPL, donc par un emprunt bancaire et une subvention de la ville d'Angers d'1,6 million. Mais le gros du financement se fait par emprunt bancaire et puis par une subvention de l'ADEME pour la partie suppression des contenants alimentaires en plastique. Et nous avons une DSP concessive avec la ville d'Angers pour construire et exploiter cette nouvelle cuisine centrale pour 30 ans. On a un projet d'entreprise, mais là, je pense que je vais laisser la parole, mais en tous les cas, pour vous dire qu'on a un projet d'entreprise qui est vraiment axé sur la transition écologique avec la suppression du plastique et aussi le zéro gaspille. Mais évidemment, notre mission première, c'est la restauration collective. Donc, la première de notre mission, c'est de produire des repas qui sont bons et appréciés des enfants. On est très engagé sur la qualité de nos approvisionnements en particulier. On a repris en gestion directe nos approvisionnements qui étaient auparavant confiés à un major de la restauration collective. On travaille sur la suppression du plastique. On a travaillé sur la performance environnementale de nos bâtiments. On travaille sur tout ce qui est recyclage des déchets, la maîtrise des coûts, évidemment. Il ne s'agit pas de produire des repas super bon avec plein de bio et sans plastique à des coûts inabordables pour la population. Donc évidemment, nos élus et le conseil d'administration est là pour veiller à la maîtrise des coûts en missionnant évidemment. Et puis le don, ça c'est un point qui est important dans notre projet. Tous nos surplus alimentaires sont donnés à des associations ou via l'application Too Good To Go. Je vais arrêter là sur ma présentation parce que sinon il n'y aura plus de place pour mes collègues. Bon, vous aurez dans la présentation davantage d'éléments. La suite, on va passer sur une autre SPL, Aproval, avec Patrick Tonda, qui… je lance mon PowerPoint. Dans l'autre sens, pardon. Voilà. Très bien. Merci Patrick, à toi la parole. Merci Caroline, bonjour à tous. Donc moi, je n'ai pas énormément de slides, donc je vais plutôt expliquer un petit peu à l'oral de quoi il s'agit. Donc on peut quasiment passer à la slide suivante, si elle est un petit peu illisible. Donc qu'est-ce que c'est qu'Aproval? C'est une SPL. Une SPL qui a été créée en 2021 par la région Île-de-France et le département de Seine-et-Marne, et qui en fait a été créée pour non pas créer une cuisine centrale. Alors nous, on n'est pas du tout cuisine centrale, mais pour créer une usine agroalimentaire. Ça partait du fait, il se trouve que j'étais précédemment directeur général des lycées à la région Île-de-France, et quand la présidente de région me demandait ce qu'il y avait dans l'assiette des lycéens,
j'étais bien incapable de le faire parce que chaque lycée avait sa propre cuisine. Hein. Il y a très peu de cuisine centrale en réalité au niveau des lycées et des collèges. Et donc, faire remonter les informations sur 500 lycées et savoir ce qu'il y avait dans l'assiette des lycéens était extrêmement compliqué puisque, en gros, on se bornait à donner ce qu'on appelle un crédit nourriture, ou ce qui est en fait la part denrée à chacun des lycées à 2,20 €, 2,30 €. Et donc voilà, donc l'idée a germé évidemment auprès de la présidente de région. Ça a été un petit peu accéléré, on ne va pas se le cacher, par la loi Egalim. C'est une très ancienne idée aussi du département de Seine-et-Marne, je crois qu'il y a une idée qui doit avoir 8 ans, qui est le département francilien le plus agricole, comme vous le savez sans doute, de créer quelque chose qui va faire du local et pour lequel on saura tracer effectivement ce qu'il y a dans l'assiette des lycéens et des collégiens. Alors, pour créer un tel outil, c'est vrai qu'il y a un minimum, c'est un gros investissement, et que donc, il faut un minimum de sorties, si je puis m'exprimer en termes très privés. Les sorties, si on accole au collège les lycées, on parle à peu près de 15 millions de repas par an. Voilà, on est capable d'occuper une usine agroalimentaire qui est un investissement d'à peu près 48 millions d'euros. Et l'intérêt de la SPL, évidemment, c'est que cette sortie, elle est quasiment monopolistique, puisque c'est un très, très gros sujet pour les collectivités territoriales, que sont mes actionnaires, de faire ce qu'on appelle une reprise de compétences, c'est-à-dire de quelque part, en employant un mot qui ne plaît pas toujours, mais de centraliser un petit peu quand même pour harmoniser. Ce n'est pas centraliser pour centraliser, mais pour harmoniser et savoir ce qu'il y a dans l'assiette des élèves. En tout cas, tout ça voilà, a présidé à la création de la SPL. Donc, Olivier Lavenca, maire de Provins, pourquoi? Parce que la plateforme sera à Provins et qu'il est évidemment à la manœuvre depuis très longtemps sur ce sujet-là. Et c'est un outil qui n'est pas une cuisine centrale, comme je l'ai dit, qui est un outil d'achat. Alors, d'achat via des marchés publics, évidemment, ce qui pose la question du local, qui reste pour nous une question très compliquée, mais je pourrais y revenir, et surtout un outil de transformation industrielle. On construit, juste pour fixer une idée, une usine qui est plus grosse que celle de Pomona à Vissou. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'assez important. Ok, on peut peut-être passer à la slide suivante. Ça, c'est juste pour montrer que le truc est très concret, puisque voilà, on ne voit pas très bien, mais l'usine de 13 000 m² sera livrée. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'effectivement, il y aura une livraison, une production de repas pour la rentrée 2024 pour les collégiens de Seine-et-Marne, et à partir de janvier 2025 pour les lycéens. Il y a un petit décalage qui nous va bien, puisque voilà, il va falloir quand même essuyer les plâtres au début et ne pas avoir les 15 millions de repas tout de suite. C'est quand même plutôt une bonne chose. Et donc voilà, donc l'outil est bien avancé et sera livré au mois de juin. Donc évidemment, l'idée des élus, c'est bien entendu, un petit peu galvaudé aujourd'hui, mais de la fourche à la fourchette, c'est-à-dire, je rejoins là la question des appels d'offres pour lesquels donc nous avons passé nos appels d'offres denrées. Ce que je n'ai pas dit non plus, c'est qu'effectivement, ce qu'on va transformer, c'est fruits et légumes, mais il y aura peut-être des photos un petit peu plus loin, fruits et légumes, volailles, et passeront aussi pour être conditionnés dans l'usine les produits laitiers hors crèmerie. Voilà, on se borne à ça et c'est déjà beaucoup. Il n'y a aucune usine en France qui fait à la fois de la volaille et des fruits et légumes au même endroit. Hein. C'est quelque chose de là aussi très, très particulier. Et donc, nous sourçons avec nos appels d'offres les denrées en mettant des critères pour faire le plus de local possible. On est quand même très satisfait que nos appels d'offres nous apportent 84% de local. Alors, ce qu'on appelle local, nous, c'est local Île-de-France, c'est-à-dire au sens de la Chambre d'agriculture, l'Île-de-France et les cantons limitrophes. Voilà, donc transformer. On va chercher d'ailleurs les denrées brutes nous-mêmes pour ce qui concerne les fruits et légumes. On se fait livrer les volailles et les produits laitiers. Et nous allons livrer l'ensemble des 300 établissements scolaires
concernés pour que les cuisines puissent continuer à faire leur repas comme avant, à ceci près qu'elles n'auront plus à s'approvisionner elles-mêmes, les cuisines des lycées et des collèges, mais qu'elles devront passer par un système d'information via le département et la région qui aboutira à la SPL. Et donc, c'est la SPL qui facturera derrière le département et la région. Voilà, après, il y a quelques images, je pense. Voilà, donc ce qu'on fait, c'est évidemment tous les produits, toutes les gammes de fruits et légumes, y compris avec une grosse capacité de surgélation et de stockage des produits congelés, les produits apertisés, c'est-à-dire des conserves, voilà, jusqu'à du sous-vide et du pré-cuit. Slide suivante. Voilà, ça c'est le poulet. Très belles images de poulet, n'est-ce pas? Non, c'est juste pour montrer qu'on va jusqu'à faire des nuggets de poulet. Voilà. C'est quelque chose qui a été demandé aussi par mes élus de pouvoir fournir des nuggets de poulet de bonne qualité, locaux, qui pourra accompagner les frites que l'on fournira au collège et au lycée, ou les haricots verts, selon le cas. Voilà, et donc ça, c'est les produits laitiers, mais ça, je vais passer très vite parce que les produits laitiers, en fait, c'est des appels d'offres auprès. Et donc là, pour le coup, on n'a pas encore le résultat de l'appel d'offres, donc on espère aussi que ce seront évidemment, on a un lot fermier très important, donc un certain nombre de fermes vont pouvoir y répondre. Mais là, voilà, nous, on ne transforme pas parce qu'il a été décidé par les élus que les fermes ayant elles-mêmes investi pour de la transformation, il n'était pas question, évidemment, que la collectivité prenne la place de ce travail des fermiers. Voilà, donc ça, c'est juste la plateforme. Voilà, en quelques chiffres qui n'est pas très lisible non plus, j'en suis désolé. Donc, ce que je vous ai dit, c'est qu'effectivement, un investissement de 48 millions d'euros qui a été réalisé entre le moment où les statuts de l'ASPL ont été délibérés dans les collectivités et le moment où on va livrer dans les premiers collèges. Il se sera écoulé 48 mois. Caroline sait que j'aime bien les chiffres. 48 mois, 48 millions d'euros. On va livrer donc voilà, à peu près 300 établissements scolaires. Et voilà, vous savez, il y a le tonnage, si vous voulez une idée des tonnages concernés, puisque nous, on ne raisonne pas en termes de repas, puisqu'on ne fabrique pas des repas, mais en termes de volume. Donc, 6 000 tonnes par an de fruits et légumes, 2 500 tonnes de volailles et 700 tonnes de produits laitiers qui font travailler, dans nos appels d'offres actuels, à peu près 100 fermes en local de France. Voilà, en gros, je pense que ça va être assez rapide. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Eh ben, on va passer. Allez-y. Bonjour, Justine Métro de la Banque des Territoires. Je travaille sur les sujets de transition alimentaire et donc m'intéresse évidemment à cet exemple, même si je ne suis pas dans une équipe de financement des SPL, mais plutôt dans une équipe de financement des structures de l'économie sociale et solidaire et aux acteurs de la transformation agricole et alimentaire. Ma question portait sur le fait que vous avez 100 prestataires, enfin 100 fournisseurs sans contrat, ou est-ce qu'en fait vous avez réussi à avoir un acteur qui vienne consolider tous ces approvisionnements pour vous simplifier la contractualisation? Alors, pour être tout à fait honnête, il y a effectivement des acteurs qui consolident parce que le problème des fermes et des éleveurs, c'est que répondre à la commande publique pour eux, déjà, c'est quelque chose qu'ils n'ont quasiment jamais fait. Donc, on a été très bien accompagnés, on peut le dire, par la Chambre d'agriculture qui a fait des formations auprès de l'ensemble des éleveurs et des maraîchers. En revanche, oui, évidemment, il y a quand même on n'est pas totalement sans intermédiaire. C'est-à-dire, par exemple, la COP Bio d'Île-de-France a réuni effectivement toutes les fermes d'Île-de-France qui produisent du bio, pour prendre cet exemple. Mais on a quand même réussi à supprimer, je pense, pas mal d'intermédiaires et du coup à rémunérer les agriculteurs, c'est un sujet d'actualité depuis le début de l'année, à une rémunération plus juste. C'est ce que me disait récemment un producteur de pommes de terre qu'on a choisi. Il me dit, pour nous, c'est un bonheur quand même de ne plus avoir d'intermédiaire, de savoir où ça va et d'être rémunéré de façon correcte. Il y a quelque chose que je n'ai pas dit non plus, que moi j'en profite, c'est que lié à tout ça, dans nos appels d'offres, on oblige si je puis dire,
les fermes à organiser des visites à la ferme pour les collégiens et les lycéens de façon assez régulière, ce qui d'ailleurs était aussi un critère de l'appel d'offres. On va pouvoir organiser, voilà, ce qui a évité qu'on ait des gens qui viennent de Pologne qui répondent à nos appels d'offres, par exemple. Je n'ai rien contre la Pologne. Merci beaucoup, Patrick Tonda, pour vos explications. On va passer, alors, ce qu'on avait vu, c'est qu'il existe différents modèles d'EPL et sur tous les territoires, on va prendre aussi un exemple d'une Parce qu'il me l'a dit au téléphone. SPL en Martinique avec l'intervention de Boris Pétricien. Et la région, ouais, on en parlait avec Camille, mais je crois pas non plus, hein, parce que. Je ne sais pas qui c'est qui a son micro ouvert et qui parle en même temps que la visio. Ouais. Si la personne pouvait éteindre, ça Oui, serait oui, très oui. sympathique. Alors après, peut-être qu'ils sont présents dans le PTRTE d'Ars. Oui. Virginie, portage. Donc tout est Portage. financier. Mais Boris, vas-y, si. Ça bloque. Ouais, je vois. J'ai plus la Non, main. parce que le FEADER, c'est pas la région. Enfin, Attends. c'est géré par la région, mais c'est pas des fonds régionaux. Vous m'entendez? Bon pour toi? Oui. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Et vous voyez mon partage d'écran ou pas? Oui. Ah, ok, d'accord. Merci. Alors, bonjour à tous. Et en tout cas, ça fait plaisir de voir que, en tout cas, nous sommes sur la même longueur d'onde en termes de cohabitation entre les EPL et la restauration collective. Je vais vous présenter de manière encore plus simple que mes deux collègues homologues l'organisation à la SOGES, en tout cas dans le sud de la Martinique. Alors, c'est une EPL type SPL qui a été créée effectivement en 2016, le jour de la fête de la musique, le 21 juin 2016, parce que nous avions eu un historique douloureux, comme certains d'entre nous, avec des délégataires sortants, beaucoup de contentieux, et les élus ont fait le choix, d'où la phrase que vous voyez apparaître, dans le sens où il fallait que la maîtrise du service revienne, en tout cas au donneur d'ordre, qui était la collectivité intercommunale. Donc, la SPL SOGES s'est constituée d'un actionnaire principal qui détient 90% du capital. Donc, c'est une interco qui a la compétence production et livraison pour le premier degré. Et puis, deux autres collectivités qui ont rejoint la structure pour plutôt du portage, du CLSH et d'autres prestations, je dirais, annexes. Alors, là, j'ai du mal à bouger. Alors, vous voyez, ça a bougé ou pas? Oui. Oui, pardon. Donc, très succinctement, je vais vous faire une présentation rapide. Donc, nous aussi, nous avons 9 administrateurs. C'est une SA avec un président du conseil d'administration, un vice-président, le standard de la SA. Mais nous avons une particularité dont je ne vais pas trop parler aujourd'hui, mais que nous avons souhaité dès le début avec les élus mettre en place, c'est que cette SPL puisse à la fois être opérante pour les élèves du premier degré, à la fois pour la restauration collective, et un besoin qui était prégnant, qui était celui du monde sportif, donc tout ce qui était savoir nager, savoir rouler et autres supports pédagogiques liés aux activités sportives de ces élèves que nous nourrissons. La SPL SOGES, c'est effectivement 120 salariés, 70 salariés du côté de la restauration collective et le reste, c'est fonctions support et activités sportives. Notre chiffre d'affaires, c'est 11 millions d'euros en 2022, donc on est en progression depuis la création. Et puis, nous avons, pour ce qui concerne le point du jour, des particularités assez simples. Alors, je vais juste m'arrêter sur cette slide-là et ne pas prendre trop de temps. Donc, nous avons 3 cuisines centrales à exploiter dans le cadre d'un contrat de délégation de service public. Nous faisons à la fois de la production à liaison froide et de la liaison chaude. Nous faisons donc 9500 couverts jour sur 140 jours, dont une particularité que nous avons présentée il n'y a pas très longtemps à Agorès, en Martinique,
Ce sont nos repas pour les enfants atteints de troubles de la santé avec 14 déclinaisons pour pouvoir répondre à cette obligation d'accueillir, puisque nous sommes en mesure d'accueillir ces enfants dans les villes du sud de la Martinique. 63 satellites, donc points de livraison. Nous assumons donc maintenant la production de repas pour des personnes âgées, nonobstant le fait que Martinique, Guadeloupe, nous sommes les départements les plus âgés pour l'avenir. En tout cas, nous essayons d'avoir des actionnaires pour pouvoir leur permettre de trouver des solutions. Donc, aujourd'hui, les chiffres qui sont présentés ont déjà été multipliés par 2, voire par 3. Et puis, nous travaillons aussi sur une partie CLSH. Nous faisons le menu végétarien, comme Sophie Souvrel l'a dit tout à l'heure. Nous avons essayé de faire au mieux sur la partie bio et la partie produits dits de qualité, mais pour des raisons, je dirais, de distance avec l'Hexagone ou en tout cas les gros volumes de production de ce type de déclinaison de denrées. Nous travaillons avec la DAF Martinique pour essayer de trouver des solutions localement et ne pas forcément faire un approvisionnement bio qui aurait fait le tour de la planète. Ensuite, ce que je pourrais dire que mes collègues n'ont pas dit, mais je sais très bien qu'ils sont dans cette dynamique-là aussi, c'est aussi rappeler que lorsqu'on est une SA, on a des actionnaires publics et nous, par exemple, à la SPS SOGES, depuis 2017, nous versons des dividendes. Donc, c'est aussi une façon de faire la démonstration que la performance n'est pas uniquement dans l'assiette, mais que nous essayons d'optimiser en tout cas les compensations ou les sommes qui nous sont allouées pour nos prestations. Et ça aussi, ça permet aux élus de s'impliquer et de devenir des entrepreneurs du service public de la restauration collective. Et puis, un dernier point sur lequel Sophie a aussi fait une présentation, c'est notre démarche RSE. Donc, nous, comme beaucoup d'entreprises, en tout cas de grande taille, ce n'est pas notre cas pour l'instant, nous avons mis un marqueur RSE pour nous puissions présenter chaque année un bilan RSE qui est validé en conseil d'administration et qui est publié ou à la disposition, en tout cas, de tous ceux qui le veulent pour pouvoir essayer d'améliorer, en tout cas, notre impact lorsque nous faisons des achats, que ce soit de denrées, de matériel ou notre gestion des fluides électriques ou en termes d'eau. Donc, voilà très rapidement, très succinctement la présentation de la semaine. Et merci à tous. Merci Boris, Pétricien, pour ta présentation et les slides. Est-ce que vous avez des questions? Je vais reprendre la main pour partager mon écran et faire la suite suivre la dernière comment dire, sous-partie et intervention de ce webinaire. Désolée, je passe. Je vais laisser la parole à Marie-Noëlle Haï, qui est vice-présidente d'Agores et aussi qui travaille dans une SEM de restauration collective sur là un petit point de vue réglementaire sur la restauration collective et les enjeux. Donc, à vous la parole. Bonjour, oui, donc dans une SEM, la SEM Geste à Villejuif, créée en 1988, donc ça commence à dater par les élus de la ville de Villejuif et qui fait de la restauration scolaire, dont j'ai la responsabilité, et de personnes âgées, et de l'événementiel également, ce qui est assez atypique dans le paysage de l'entreprise publique locale. Je veux bien les slides. Donc, je vais essayer d'être rapide. J'ai fait beaucoup de slides, mais ne soyez pas effrayés. On va les passer assez rapidement. Donc, l'idée, c'était de repositionner un petit peu toutes les lois qui sont aujourd'hui obligatoires en restauration. Donc, la loi Egalim, la loi Climat et Résilience, la loi AGEC et les impacts qu'elles ont les unes avec les autres, puisque c'est un petit peu comme un millefeuille. Elles sont venues superposer déjà une réglementation qui était déjà existante depuis quelques années. Donc, la loi Egalim et ses généralités, rapidement, c'est une loi qui a été, je veux bien la diap,
d'après. Voilà. C'est une loi qui a été promulguée en 2018, qui concerne l'équilibre de relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire. Vous en avez fort entendu parler là, ces derniers temps concernant nos agriculteurs. Et dans le secteur agricole et alimentaire, il y a une alimentation saine, durable et accessible à tous. Elle a 5 objectifs. Donc, payer le juste prix aux producteurs pour leur permettre de vivre dignement de leur travail, renforcer la qualité sanitaire, environnementale et nutritionnelle des produits, favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous, favoriser une justice sociale et reterritorialiser, entre autres, les approvisionnements. 5 mesures phares que l'on va développer après. Vous verrez qu'elles viennent aussi s'intégrer avec les autres lois qui sont arrivées ensuite. Donc, renforcer les approvisionnements de qualité et durable, diversifier les sources de protéines, s'engager contre le gaspillage alimentaire, informer les convives et substituer les plastiques. Notre président vous en a déjà un petit peu parlé. Donc, la loi Egalim concerne la loi climat et résilience, donc c'est les généralités également, assez rapidement. Donc, c'est une loi de 2021 qui est venue interférer et impacter la loi Egalim. Il y avait 5 thèmes abordés qui étaient consommer, se déplacer, se loger, se nourrir, produire et travailler. La loi climat et résilience, elle est issue du travail de la Convention citoyenne pour le climat, où il y avait 150 membres. Et donc, c'était les 5 thèmes qu'ils avaient à travailler. Et bien sûr, celui qui nous intéresse, c'est se nourrir, qui va donner de nouvelles obligations complémentaires sur les dispositions de la loi Egalim qui sont déjà en place. Donc, et la loi AGEC, pour terminer sur les généralités des 3 lois qui aujourd'hui interfèrent sur la restauration. Donc, c'est une loi qui est un peu plus ancienne, qui est de 2020 et qui est relative à la lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire. Particulièrement, c'est sortir des emballages plastiques à usage unique, augmenter l'usage des emballages qui sont réutilisables et réemployables et une interdiction de certaines catégories de produits à usage unique avec des plans quinquennaux. Et là, on est dans un plan quinquennal qui est 2021-2025. Voilà. Donc, voilà les grandes lignes de la loi, des 3 lois qui sont en vigueur. Et donc, ces lois ça interfèrent les unes avec les autres. Donc, je vais reprendre les 5 items de la loi Egalim et vous donner des éléments de complémentarité avec la loi climat et résilience et AGEC. Donc, en ce qui concerne les approvisionnements de qualité et durable, la loi Egalim, avec son article 24, nous a demandé de mettre en place depuis 2020, je vais dire la slide suivante, Caroline, 2022, les 50% de produits de qualité et durable, dont au moins 20% de bio, donc ce qu'on appelle les signes de qualité, les SICO. Ceux qui sont concernés par la loi Egalim, ce sont le label rouge, la pêche durable, les hautes valeurs environnementales comme HVE2, IGP, AOP et AOC, et puis également tout ce qui concerne les produits des régions ultrapériphériques d'outre-mer qui sont autorisés dans cette loi Egalim. Je veux bien la suivante, c'est très bien. Deuxième petite partie de cet article-là, c'est les projets alimentaires territoriaux avec un lancement de la mise en place de ces projets. Les projets territoriaux étant destinés comme axe sur l'alimentation et structurant et qui vise à développer une agriculture durable et une alimentation saine comme sur des territoires donnés. Donc, il peut y avoir des plans alimentaires territoriaux sur chaque territoire et il y en a, enfin, je n'ai pas les chiffres, mais il y en a pas mal qui se sont construits depuis cette loi Egalim. Bien, la suite, voilà. Est venue impacter la loi Egalim sur cet article-là avec la loi climat et résilience en ajoutant 2 éléments. Un ajout des produits issus du commerce équitable avec une entrée des produits du commerce équitable comme Max Havelaar et également un ajout de produits avec des performances en matière d'environnement et entre autres avec le logo bleu blanc cœur. Juste pour rappel, à l'origine, ce n'était que des signes de qualité officiels, je ne sais pas si on dit d'État, et depuis est rentré d'autres marqueurs qui sont des signes privés, mais qui ont un impact environnemental important. Également, la loi climat et résilience a rajouté donc la prise en compte des produits issus des hautes valeurs environnementales en passant au niveau 2 à partir de 2027, et un sous-objectif qui est rentré en vigueur depuis le début de l'année, qui est de proposer des viandes et des poissons durables et de qualité à hauteur de 60%. Et avec un petit complément, parce que c'est arrivé en cours de route, d'interdiction de la viande de synthèse,
puisque quand Gist arrive en cours de route, on a commencé à voir fleurir quelques entreprises et ce type de produit sur le marché. Donc, pour l'instant, on a une interdiction de l'utiliser dans notre restauration collective. Je veux bien la suite. Et concernant, il y a eu un impact également de la loi climat et résilience sur les plans, sur les PAT, avec un développement des approvisionnements issus des PAT, une obligation, et un ajout sur le fait de devoir donner de l'information auprès de nos consommateurs, mais je reviendrai dessus parce qu'il y a aussi un volet de la loi Egalim sur l'information du consommateur. Donc ensuite, un deuxième point dans la loi Egalim qui était la diversification des sources de protéines et donc la mise en place d'une expérimentation d'un menu végétarien. Donc, voilà. Pourquoi? Parce que c'était inscrit dans le plan national pour l'alimentation, également dans le plan national nutrition santé, le PNNS 4, et qu'il y avait dans ces mesures était d'apporter, de faire consommer en restauration collective plus de légumes secs, donc lentilles, haricots rouges, etc., et également de produits étant comment dire, complets ou semi-complets. Et donc, ça permettait, en introduisant plus de végétalisation, permettait de répondre à ces demandes-là. Et donc, la restauration collective, évidemment, au regard du nombre de repas produits chaque jour, est un levier assez important pour changer un peu les mentalités et changer notre alimentation, réduire la consommation de viande tout en la conservant et végétaliser un peu plus notre alimentation. Donc, qui est concerné? Les restaurants collectifs servant plus de 200 couverts par jour et les personnes morales, toutes les personnes publiques, l'ensemble des restaurants publics et les personnes morales et de droit privé. Je vais aller assez vite, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. La loi climat et résilience est venue rajouter un élément sur cette loi Egalim et ce point de diversification des sources de protéines, puisque avec la loi Egalim, à partir du 1er novembre 2019, nous devions pendant 2 ans expérimenter ce menu végétarien. Et il se trouve que la loi climat-résilience en 2021 est venue interférer et rendre obligatoire le menu végétarien hebdomadaire et proposer aux collectivités qui le souhaitaient une expérimentation d'une option végétarienne quotidienne. Nous sommes toujours dans je passe à un no man's land, enfin dans ce grand écart, puisque voilà, dans le cadre des travaux du GT Nutrition, il y a eu un travail de fait pour modifier la réglementation et les recommandations en matière de nutrition. Et les copies ont été rendues à la fin du mois de mai 2022. Et nous sommes toujours en attente de savoir ce que vont en faire nos pouvoirs publics et nos ministères de tutelle. Mais voilà. On continue de travailler sur d'autres sujets, mais celui-ci est donc pour l'instant, on est toujours dans une expérimentation de l'option végétarienne et dans l'obligation, mais sans avoir les outils nécessaires pour avancer, enfin les outils législatifs, on va dire. Je veux bien, voilà. Donc, 3e point de la loi Egalim, l'engagement contre le gaspillage alimentaire et le don, dans son article 88. Donc, là, il est donc depuis 2020 interdit de rendre impropres à la consommation les invendus alimentaires. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des reportages, mais où on avait les centres commerciaux, enfin la grande distribution verser de l'eau de Javel ou sur des produits qui auraient pu encore être consommés. Donc ça, aujourd'hui, c'est interdit. Interdit à la grande distribution et bien sûr interdit en restauration collective. Et depuis octobre 2020, on doit également réaliser un diagnostic sur le gaspillage dans nos restaurations et mettre en place une démarche de lutte contre le gaspillage. Et ça concerne les restaurants qui ont plus de 3000 couverts. Aujourd'hui, tout le monde s'y engage parce qu'il y a aussi matière à financer, à éviter de dépenser l'argent et à le jeter à la poubelle, parce que là, c'est vraiment le cas. Donc, la loi climat et résilience est venue aussi impacter cette résolution de la loi Egalim avec une demande d'expérimentation de solutions de réservation de repas. Il est sûr que en réservant les repas en amont, on évite de produire trop et de livrer trop si on est en liaison froide dans les offices. Et donc, après, s'il n'y a pas le nombre d'enfants, donc ça, c'était une solution. Et il y a également un impact de la loi AGEC, Caroline, je veux bien la suite, avec des mesures de favorisant le réemploi et aussi de créer des dispositifs pour donner ces invendus aux ressourceries ou à des acteurs associatifs, ou des associations caritatives, au profit de personnes qui sont plus modestes sur le territoire. Et donc, l'idée toujours d'une espèce d'économie circulaire, parce que là, on est vraiment là-dedans, avec la loi AGEC.
Avant-dernier point de la loi Egalim, la substitution des conditionnements en matière plastique dans l'article 28. Donc, il est demandé depuis 2020, vous avez remarqué qu'on n'a plus de paille en plastique, on n'a plus de bouteilles, enfin les bouteilles d'eau, on peut toujours en trouver, mais qu'il est demandé, nous, en restauration, de ne plus les utiliser. Et bien sûr, le gros du sujet étant l'interdiction du plastique au 1er janvier 2025 dans les contenants alimentaires de cuisson et de réchauffe et de service, pour deux enjeux. Un enjeu sanitaire, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des éléments qui nous ont, enfin aujourd'hui, déjà il y a un moment, comme quoi il y a une migration de certains produits inhérents à la fabrication du plastique qui migrent soit quand on réchauffe les aliments, soit quand on a un produit, un aliment acide. Donc évidemment, il n'est jamais bon d'avoir ces produits chimiques dans l'alimentation. Et deuxièmement, un enjeu d'environnement, puisque aujourd'hui, les mers de plastique, enfin, le 6e continent n'est pas forcément viable pour notre planète. Donc, voilà les enjeux. Et là-dessus, Agores est extrêmement engagé depuis avant la loi Egalim, avec un travail de fond assez colossal, mais je vous donnerai les petits éléments, les outils ensuite. Ça impacte toute la chaîne, je vais passer, toute la chaîne de restauration, de la livraison, parce que du coup, on va changer nos organisations et évacuer, ce qu'a fait d'ailleurs Sophie, évacuer les barquettes en plastique et passer soit à de l'inox, soit à du verre, soit à de la porcelaine, qui a un poids plus important que nos barquettes en polypropylène. Et donc, ça impacte la livraison, les modes de fabrication, le service, la consommation et évidemment le lavage, puisqu'on se retrouve à devoir maintenant laver des conditionnements qu'on n'avait pas auparavant à laver, puisqu'on les jetait. Là-dessus, la loi AGEC a rajouté quelques éléments. En 2040, la sortie des emballages plastiques à usage unique. En janvier 2025, l'augmentation de l'usage à emballage réutilisable et réemployable. Et ce fameux plan quinquennal 2020-2025. J'avais dit 2021, je m'étais trompée. Interdiction de certaines catégories de produits à usage unique et usage. Et je me dépêche, c'est pour ça que je fais très vite, parce que j'avais mis beaucoup de slides. Dernier point de la loi Egalim, c'est l'information des convives et l'affichage, aussi dans l'article 24. Et donc là, depuis le 1er janvier 2020, on a une information obligatoire des usagers, une fois par an, par voie d'affichage ou de communication électronique, sur la part des produits de qualité. Donc, on revient à l'article 24 sur les signes de qualité. On doit informer nos consommateurs de ce que l'on… Et c'est ce que présentait Sophie tout à l'heure dans sa présentation, avec les pourcentages de bio, de produits locaux et sous signe de qualité. Une démarche entreprise pour développer l'acquisition de produits issus du commerce équitable, donc ça, on en a parlé, et une expérimentation sur l'affichage obligatoire des collectivités territoriales. Donc ça, c'était le petit complément. Et le complément de la loi climat et résilience, c'est ce que dont je vous parlais tout à l'heure, c'est d'avoir aussi un affichage concernant les produits issus des PAT. Et donc, il ne faut pas oublier que quand même, alors ça c'est la loi Egalim, on va dire que c'est pas très vieux, c'est ce qu'il y a de plus récent, AGEC et climat et résilience, mais n'oublions pas quand même que toute notre restauration, elle s'appuie aussi sur l'arrêté du 30 septembre 2011, relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration. On a également un règlement dit INCO, qui est l'information du consommateur sur les allergènes, les 14 allergènes obligatoires qui peuvent se trouver dans les aliments que nous servons, et également des recommandations nutritionnelles du GMRCN de 2015 qui ont été revues de façon à intégrer le repas végétarien hebdomadaire et qui sont toujours, en tout cas aujourd'hui, d'actualité. Et donc, pour terminer, pour une collectivité, on a donc des enjeux à concilier qui sont donc, je vais bien la slide suivante, je reprends les 5 thèmes de la loi Egalim, donc des approvisionnements de qualité et durable, une diversification des sources de protéines et un menu végétarien hebdomadaire, un engagement contre le gaspillage alimentaire et le don, une substitution des conditionnements en matière plastique et une information des convives et affichage. Ce qui fait quand même une feuille de route pour nos élus et nos services de restauration conséquente, mais intéressante, passionnante même. Et donc, on a des outils à notre service. Alors, Agores n'est pas en reste sur les outils, puisque c'est un peu le leitmotiv de l'association aussi, c'est d'apporter de l'information à tous nos adhérents pour les aider justement à mettre en place toutes ces réglementations et d'avoir une restauration de qualité avec un grand
plus vraiment important. Donc, on aura les approvisionnements de qualité durable. On a la charte Agores tripartite qui est faite entre Agores, 1+Bio et EcoCert. Je ne vais pas pouvoir vous la détailler là parce que sinon, voilà. Et puis en plus, on a Didier Thévenet qui en est le porteur dans notre association, mais qui est là de bien avant la loi Egalim et qui aide et œuvre vers cette qualité. Un guide pratique des approvisionnements durables et de qualité, et puis donc pour les appros. Dans la diversification des sources de protéines au sein du Conseil national de la restauration, le groupe de travail sur la nutrition a sorti des documents qui permettent de faire cette transition sur la diversification et entre autres aussi avec des recettes. On a également un engagement contre le gaspillage alimentaire et là, vous avez des documents sur l'ADEME. Alors, j'ai mis quelques éléments pour vous faire un petit peu les images pour que vous les retrouviez et un guide pratique qui favorise en restauration collective de proximité et de qualité. Et ensuite, alors là, je pense qu'on a la substitution des conditionnements en matière plastique. Agores a sorti 2 livres blancs sur ce travail de fond, sur à quoi il faut penser. Et il y a un dernier opus, ah ben voilà, Maxime l'a dans les mains, qui est en cours de finalisation et qui va bientôt sortir et qui est plus sur des mises en relation entre des réalisations des mois d'entreprise pour aider à mettre en place ces substitutions. Et puis, on peut s'appuyer également sur l'avis numéro 87 du CNA. Donc, il y a quand même pas mal de documentation et d'outils qui peuvent nous aider à avancer et à travailler tous ces sujets, la loi Egalim, climat et résilience et AGEC. Voilà, merci beaucoup. Merci encore, Marie-Noëlle, pour cet échange. Merci encore à tous les participants. Est-ce que vous avez quelques questions avant de laisser le président d'Agores les derniers mots pour conclure ce webinaire? Est-ce que vous avez, certains d'entre vous ont des questions? J'ai à nouveau une question de mon côté, si c'est possible. Allez-y. Merci beaucoup. Donc, toujours Justine Métro de la Banque des Territoires. C'était une question en fait, qui rebondissait plutôt sur la présentation un peu de l'offre d'accompagnement que vous avez faite, donc offre qui émane de la Fédération des EPL et d'Agores, si j'ai bien compris. Concrètement ou pratiquement, comment est-ce que les collectivités peuvent vous contacter et vous solliciter pour bénéficier de cet accompagnement? Alors, je pense que les 2 réseaux sont en mesure de faire remonter les demandes. Et ensuite, effectivement, c'est dans le cadre de cette convention, la possibilité de mutualiser nos forces pour pouvoir répondre concrètement aux attentes des élus et des techniciens en fonction des besoins qu'ils peuvent exprimer à ce moment-là. Je pense qu'on va expérimenter aussi cette démarche. On l'a d'ailleurs plus ou moins déjà expérimenté, puisque si je prends l'exemple de Boris en Martinique qui s'est inspiré de ce qui se faisait à Angers, et la collègue de Blois qui s'est inspirée également, et réciproquement, voilà. Donc, cette habitude, cette pratique, entre guillemets, dans notre association, et je ne doute pas que ce soit la même chose au niveau de la Fédération des EPL, de renvoyer vers les bons interlocuteurs. Comme je le disais tout à l'heure, on a 2 structures un petit peu qui ont des fonctionnements un peu différents. La Fédération des EPL a des salariés, Agores n'a pas de salariés, mais n'a que des bénévoles, des professionnels en activité, mais qui, quelque part, entre guillemets, ne comptent pas leur temps pour aider leurs pairs. Donc, je crois que voilà, on va tester un petit peu tout ça, mais je suis assez confiant dans la possibilité de mettre en œuvre ce qu'on met déjà en œuvre par ailleurs dans d'autres domaines. Et puis, si je peux compléter, en fonction des besoins et de l'accompagnement de la collectivité, si ça aboutit pour la création d'une EPL, bien évidemment, la fédération sera là sur tout ce qui est réglementaire, technique, de création en tant que telle, et sur des sujets qui sont là plus métiers, et Agores prendra aussi et aura toute sa part d'expertise, comme on fait toujours côté fédération, de toute façon, sur les accompagnements des EPL ou des collectivités et par la suite des EPL et
Et je pense que la Banque des Territoires, vous êtes aussi à nos côtés, donc vous savez qu'on travaille toujours conjointement et c'est ça la force de notre réseau. Très bien, merci beaucoup. D'autres questions? Écoutez, encore une fois, merci à tous de votre présence en nombre, ce webinaire. Bien évidemment, on vous enverra, on vous enverra le PowerPoint et on mettra en ligne d'ici quelques temps le replay pour ceux qui étaient passionnés et qui veulent poursuivre. Président, les derniers mots de conclusion. Déjà, je voudrais remercier les participants parce que je vois sur l'écran qu'un grand nombre d'entre eux sont adhérents d'Agores. Donc, ça montre bien que ce partenariat a tout son sens, tout son intérêt. Remercier également les collègues qui, à l'intérieur du conseil d'administration ou parmi les adhérents, disposent déjà d'une SPL, d'une SEM, etc., et qui nous alimentent. Bon, on était récemment en Martinique avec Boris, que je souhaite également remercier pour sa présentation et puis pour son implication, parce que je crois que c'est aussi grâce à lui, grâce à Sophie notamment, que ce partenariat avec donc la Fédération des EPL prend forme, prend jour. Donc, il y avait une demande à l'intérieur de notre structure qui se traduit aujourd'hui par des actes concrets. Donc, remercier également ces acteurs-là. Et puis, enfin, remercier la Fédération des EPL de la confiance qu'elle nous accorde dans ce nouveau défi qui s'ouvre à nous. Donc, voilà, c'est peut-être les derniers mots en conclusion de cette visio, de ce webinaire qui était fort intéressant. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci encore aux intervenants. Merci à la logistique de la Fédération pour la bonne réalisation aussi de ce webinaire. Et à très bientôt, on communiquera bien évidemment. C'est le début d'un joli partenariat et avec des actions conjointes, de l'expertise, des formations. Et c'est ça la force du réseau. Donc, à très vite pour la suite des aventures. Merci. Au revoir. Au revoir.